Salut à tous, je fais cette vidéo pour vous expliquer comment automatiser un système de transfert de pièces commandé par un automate Siemens. Alors le programme sera rédigé dans le logiciel TIA Portal, mais avant toute chose, nous allons d'abord vous présenter les différentes entrées-sorties du système. Alors comme entrée, nous avons les boutons poussoirs et les capteurs. Ici, on a notre bouton poussoir départ cycle qui permettra de lancer le cycle d'exécution de l'automate. Ensuite, on a les capteurs S1, S2, S3, S4 et S5 qui indiquent les positions de sortie de la tige du vérin et de retour de la tige du vérin. Ensuite, on a le tapis d'arrivée et le tapis d'évacuation de la pièce. Donc ici, il s'agit du fonctionnement d'un système de transfert de pièces. Alors, on va rapidement aller au niveau de TIA Portal Siemens et on va déclarer nos entrées-sorties et puis on va programmer le graph-set du système. Donc ici à droite de l'écran, on a le graph-set de pilotage de notre système. Donc à l'étape initiale, les vérins sont à leur position de repos. C'est-à-dire que le premier vérin est à la position B+, et le deuxième est encore à la position A+. Donc ici, vous allez constater que lorsque le tapis convoyeur convoie la pièce jusqu'à la position S1, lorsque cette pièce arrive en S1, elle presse le capteur S1 et active directement l'étape 1. Puisque l'activation de l'étape 1 est conditionnée par le fait que la réceptivité de passage de 0 à 1 doit être vraie. Donc il faut que le capteur S1 soit pressé. Maintenant, une fois que le capteur S1 est pressé, on a l'information que la pièce est déjà en face de la tige du vérin. Maintenant, ce qui reste à faire, c'est commander l'entrée A+ du vérin, c'est-à-dire au niveau de la chambre du vérin. Cette partie qui est en amont du piston du vérin s'appelle la chambre du vérin. Donc, une fois qu'on va commander soit hydrauliquement, soit pneumatiquement, ça va permettre la sortie de la tige du vérin. Donc, ce qui va donc se passer, c'est que l'action A+ va s'exécuter et le capteur S3 va signaler lorsque la tige du vérin sera totalement sortie. Donc, c'est ce qui va se passer. Et après, une fois que le capteur S3 sera pressé, on va donc passer à l'étape 2. Et à l'étape 2, on a deux actions. On a B+, c'est-à-dire la sortie de la tige du vérin 2 et le retour de la tige du vérin 1. Donc ici, le retour de la tige du vérin 1 est commandé par l'entrée A-. Donc ici, vous allez remarquer qu'on a un vérin double effet. Et j'avais expliqué ici que lorsqu'on a un vérin double effet, ça veut dire que la sortie et le retour de la tige sont commandés. Donc le vérin est commandé dans les deux sens. On peut envoyer l'huile ou on peut envoyer n'importe quel fluide de ce côté pour faire sortir la tige. Tout comme on peut envoyer le fluide de ce côté pour faire rentrer la tige. Donc l'action qu'on a à ce niveau, c'est B+, c'est-à-dire on fait sortir la tige du deuxième vérin et on fait rentrer la tige du premier vérin étant donné qu'il a déjà fait son travail. Le capteur S2 sera pressé pour nous donner l'information sur le retour de la tige du premier vérin et le capteur S5 sera pressé pour nous donner l'information sur la sortie totale de la tige du premier vérin, du deuxième vérin autant pour moi. Et une fois que ces deux capteurs seront pressés, on va donc passer à l'étape 3. Et l'étape 3 est commandée par l'action B-. Donc l'action B-, c'est tout simplement le retour de la tige de ce vérin qui était précédemment sorti. Donc on va simplement envoyer le fluide à ce niveau et puis le fluide va faire rentrer la tige du vérin. Donc ensuite, lorsque la tige du vérin va rentrer, le capteur S4 sera pressé. Et lorsque ce capteur S4 sera pressé, on va donc retourner au niveau de l'étape 0, qui est l'étape initiale du cycle. Donc c'est comme ça que le cycle va se répéter de façon continue dans le temps. Donc on va essayer de lancer l'animation. Donc ce que vous allez remarquer, c'est que la tige du vérin ne peut pas sortir à l'étape initiale tant que la pièce n'est pas présente. Donc c'est la condition initiale du système. Il faut d'abord que la pièce soit présente et ensuite on appuie sur le bouton départ cycle pour lancer le cycle. Alors on va rapidement aller programmer ça dans le logiciel TIA Portal Siemens. Donc on vient, on essaie de lancer le logiciel, on double-clique sur TIA Portal VCS. Alors on va aller sur créer un projet. Le projet lui sera nommé tuto graph-set de pilotage système
de transfert des pièces. Alors, on va rapidement cliquer sur le bouton créer. Alors, ici, on va aller sur configurer un appareil et on va essayer d'ajouter un CPU. Donc, on va aller sur contrôleur. On choisit un CPU 1200. Je rappelle qu'on choisit un CPU 1200 parce qu'on n'a pas assez d'entrée-sortie. Donc, on peut utiliser un automate compact pour gérer l'affaire. Ici, on va prendre par exemple un CPU 1211 DC-DC-DC. Donc, ici, je vais prendre la version récente et je prends DC-DC-DC parce que j'ai les capteurs, j'ai les entrées-sorties tout ou rien. Donc, je peux utiliser un DC-DC-DC pour faire la simulation. Donc, ici, je clique sur ajouter. Alors, une fois que l'interface de TIA Portal est ouverte, je vais donc aller au niveau du bloc de programme. Je vais aller dans l'OB1. Ok, là, je suis dans l'OB1. Je vais essayer d'ouvrir un IHM pour la supervision de mon système. Donc, ici, je vais aller dans IHM. Je vais prendre un IHM Comfort Panel. L'inconvénient avec le Basic Panel, c'est qu'il est souvent limité. Donc, parfois, tu as besoin d'utiliser certaines options que tu ne trouves pas dans la version Basic Panel. Donc, je vais utiliser plutôt un IHM Comfort Panel. Donc, ici, je vais aller dans HMI. Je prends un Cymatic Comfort Panel. Je vais prendre un écran de 9 pouces. Je prends le TP900 Comfort. Là, maintenant, je procède à la connexion entre l'automate, dans l'API et l'IHM. Donc, je clique sur PLC et puis je clique sur terminer. La liaison Ethernet est établie. Donc, les deux peuvent déjà communiquer ensemble. Alors ici, je vais rapidement aller importer l'image de mon graph7. Donc, je double-clique. Je pars dans Général. Et puis, je viens sur le bouton ici. Je vais aller au bureau, double-cliquer sur l'image de mon graph7. Maintenant, tout ce qui reste à faire, c'est d'agrandir. Et puis, le positionner comme ceci. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre des voyants qui, à chaque fois, vont me signaler quelle est l'étape active pendant l'évolution du graph7. Donc, ici, j'ai un voyant pour l'étape initiale. Je fais la recopie de ce voyant, je positionne à l'étape 1. Je fais la recopie, je positionne le voyant à l'étape 2. Je fais la recopie, je mets le voyant à l'étape 3. Et là, j'ai les différents voyants sur les 4 étapes. Sur les 3 étapes, autant pour moi, puisque l'étape initiale n'est pas trop comptée. Donc ici, je sélectionne tous les voyants et je fais l'alignement vertical. Alors, une fois que cela a été fait, je peux aussi mettre les voyants pour les actions. Donc ici, ici à droite, j'ai un pupitre de commande. Sur ce pupitre de commande, je vais mettre les différents capteurs que je vais presser pour qu'on comprenne ensemble l'évolution du graph7. Et aussi, on a un bouton pour soit départ cycle. Donc, je vais venir, je vais ajouter un bouton pour soit départ cycle à ce niveau.
Ok, ici j'ai dit CY. Donc, je vais rendre ça transparent. Donc, ici, je viens sur motif de remplissage transparent et je cherche la couleur noire. Maintenant, je vais mettre la bordure à 0. Ok. Donc ici, j'ai S1 et DCY. Alors ici, j'ai les différents boutons pour soi. Ici, j'ai S1. Ensuite, j'ai DCY. Ensuite, j'ai S3. Ensuite, j'ai S5 et S2. Et enfin, j'ai S4. Donc ici, je vais nommer tous les boutons. Ici, j'ai DCY. Ici, j'ai S3. Ici, j'ai S5. Ici, j'ai S2. Et ici, j'ai S4. Alors, je vais mettre la taille des caractères de chaque bouton à la taille 19. Je vais revenir au niveau de l'OB1 et puis je vais essayer d'écrire le code. Pour l'étape initiale, je rappelle que l'étape initiale ne se programme pas dans l'OB1. L'étape initiale se programme dans l'OB Startup parce que lorsqu'on va lancer la simulation, l'étape initiale sera déjà active. Donc, ce qu'il faudra faire, c'est venir ici au niveau du bloc de programme, ajouter un nouveau bloc. Alors, on va aller cliquer sur Startup. On ajoute un OB Startup. L'OB Startup, c'est ce qu'on appelle l'OB 100. Donc, une fois qu'on a ouvert l'OB Startup, on va activer l'étape 0 de notre graph7. Donc, ici, on va simplement venir chercher un bloc de transfert, un bloc move. Donc, le bloc move permet de copier une valeur entière ou réelle sur sa sortie, sur la sortie du graph7. Donc, ici, on a l'étape 0, qui est l'étape qu'on veut activer. Et ici, on aura une variable appelée graph7 de production normale, qui sera la variable que nous allons suivre tout au long de l'évolution de ce graph7. Donc ici, on met sur Global Memory. Le type de variable, c'est une variable entière. Donc ici, on va chercher un int. Et puis, on va cliquer sur définir. Et les variables entières sont nommées avec les adresses pourcentage MW, pourcentage IW, pourcentage QW. Mais là, on va utiliser pourcentage MW parce qu'on veut manipuler les bits mémoire. Donc ça, c'est une adresse mémoire. Ça, c'est une adresse mémoire autant pour moi. Donc, l'étape 0 est déjà activée au niveau de l'OB Startup. On revient donc sur le main. Et on va donc activer l'étape 1. Alors, pour activer l'étape 1, on va utiliser un comparateur. Donc, on vient ici dans comparaison. On déroule et on prend un comparateur égal.
On compare donc notre graph de production normale à l'étape 0. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Ici, pour passer de l'étape 0 à l'étape 1, il faut d'abord comparer le graph à l'étape 0 et ensuite, il faudrait que la réceptivité soit vraie. Mais n'oubliez pas que à la suite des S1, si on a ajouté DCY, qui est notre bouton pour soi de marche du cycle. Donc, on a un bouton de départ du cycle juste après ce S1-ci. Donc ici, on va mettre deux contacts normalement ouverts. Le premier sera pour S1 et le deuxième sera pour DCY. Donc, on peut observer ça directement ici au niveau de l'IHM. On aura un contact pour S1 et un contact pour DCY. Donc ici, on vient dans l'OB1. On met deux contacts normalement ouverts. Et ensuite, on met une bobine pour l'activation, pour la validation de la transition. Donc ici, on aura S1. Ici, on aura DCY. Et ici, on aura la transition de passage de l'étape 0 à l'étape 1. À l'étape 1, pardon. Donc ici, on va venir déclarer les variables en utilisant le raccourci. Donc ici, on passe sur mémoire globale et on passe sur définir. On fait pareil avec DCY. On vient dans section, on déroule, on choisit mémoire globale et on clique sur définir. On fait pareil avec la transition de passage de l'étape 0 à l'étape 1. Donc pour passer de l'étape 0 à l'étape 1, il faudrait premièrement que le comparateur nous indique l'étape précédente, qui est l'étape 0. Ensuite, quels sont les capteurs qui sont positionnés au niveau de la transition. Et on vérifie donc cela avant de valider la transition de passage de l'étape 0 à l'étape 1. Donc ici, on va donc aller activer l'étape 1. Donc l'activation de l'étape 1 dépend de la transition de la réceptivité qui était précédemment vraie. Donc on va prendre un contact auxiliaire pour cette bobine qui va prendre en compte l'information de l'activation de cette bobine. Donc ici, on va prendre T01 et on va utiliser un bloc move qui est un bloc de transfert. Donc ici, on vient sur transfert, on double-clique sur le bloc move et étant donné qu'on va activer l'étape 1, c'est un qu'on va mettre ici à l'entrée in du bloc move et c'est l'étape 1 du graph7. Donc ce graph7, nous l'avons appelé GPN, qui est graph7 de production normale. Ensuite, étant donné que l'étape est active, on peut donc programmer l'action associée à l'étape 1. Alors pour programmer l'action associée à une étape, il faudrait déjà que on précise à l'automate quelle est l'étape où nous sommes situés actuellement. Donc il faut un comparateur pour cela. Il faut un comparateur qui va dire à l'automate que actuellement nous sommes à l'étape 1. Donc voici l'action qu'on veut que tu réalises. Donc on va donc activer une bobine pour l'action. Et quelle est l'action qu'on veut exécuter? L'action qu'on veut exécuter ici, c'est A+, c'est-à-dire la sortie de la tige du vérin. Donc ici, on va revenir dans le main. On va mettre A+, et on va déclarer la variable mémoire globale et on valide. Alors, ça va être le même raisonnement pour la programmation des autres étapes du graph7. Donc, on peut simplement copier le code et on colle en bas et on fait les modifications. Donc, pour l'activation de l'étape 2, on va d'abord comparer le graph7 à l'étape précédente qui est l'étape 1. Ensuite, on va cliquer sur S3 et puis on va passer à l'étape 2. Et au niveau de l'action, on va programmer B+ et A-. Donc, c'est ce qu'on va aller faire. Ici, on compare d'abord notre graph7 à l'étape 1. Ensuite, on clique sur le bouton S3 qui dans notre cas est un capteur. Ici, on appuie DCY. Donc, on va déclarer la variable S3. On va aller dans section mémoire globale et on définit. Et ici, c'est la transition de passage de l'étape 1 à l'étape 2. Donc, on va aller sur définir et on clique sur définir. Maintenant, on va procéder à l'activation de l'étape 2. Donc, ici, l'activation de l'étape 2 est conditionnée par
la transition de passage de l'étape 1 à l'étape 2. Donc, ici, on vient d'activer l'étape 2 du graph7. Et ici, on va programmer l'action associée à l'étape 2. Donc, pour programmer l'action associée à l'étape 2, il faudrait d'abord que le graph7 soit à l'étape 2. Ensuite, on a deux actions. On a B+ et A-. Donc, ici, on va mettre une autre ligne pour l'activation de A-. Donc, ici, on a deux actions qui s'effectuent simultanément. B+ et A-. On va essayer de déclarer les variables. Ici, on a B+, et ici, on a A-. Alors, une fois que c'est fait, on va passer à l'étape 3. Donc, ici, on revient, on colle le code qu'on a copié à la première ligne. Pour activer l'étape 3, on compare d'abord le graph7 à l'étape 2. Ensuite, on regarde le capteur qui est positionné sur la transition de passage de l'étape 2 à l'étape 3. On voit qu'on a S5 et S2. Donc ici, on va venir mettre S5 et S2. Ensuite, on a la transition de passage de l'étape 2 à l'étape 3. Et puis, on va définir les variables mémoire globale. Définir, on fait pareil avec S2. Mémoire globale. Définir. Et on définit aussi la variable de la transition. Ici, on récupère l'adresse de la transition de passage de l'étape 2 à l'étape 3 et on active l'étape 3. Maintenant, ici, on programme l'action associée à l'étape 3. L'action associée à l'étape 3, c'est B-. Donc ici, on va venir mettre B- et on valide. Alors, on fait le clic droit, on peut définir la variable B-. On clique sur définir. Alors, ici, à la dernière ligne, on va simplement programmer de retour vers l'étape 0. Donc ici, on n'a plus d'action. On efface cette ligne. On compare le graph7 à l'étape 3. Puisque pour passer à l'étape 0, il faut d'abord comparer le graph7 à l'étape 3. Ensuite, cliquer sur S4 pour revenir à l'étape 0. Donc ici, on a S4. Et on n'a plus un autre contact. Donc on efface DCY. On déclare S4. Et on clique sur définir. Et ici, on a la transition de passage de l'étape 3 à l'étape 0. Donc ici, on va faire un clic droit, aller sur définir la variable et on clique sur définir. On récupère l'adresse de la transition précédente et on active l'étape suivante qui est l'étape 0. Voilà. On vient de programmer tout le graph7. Donc on va aller au niveau de l'IHM et puis on va faire l'adressage. Donc pour l'adressage, ici, ça sont les voyants de signalisation des étapes actives. Donc on va essayer d'augmenter l'épaisseur des bordures de chaque voyant. On peut venir ici, on augmente la largeur des bordures. On met ça à 2 et on fait pareil avec les autres voyants ici. On met la largeur des bordures à 2. OK. Là maintenant, on va adresser chaque voyant. Les voyants des étapes actives seront commandés par la variable graph7 parce que c'est la variable graph7 qui indique à chaque fois quelle est l'étape qui est active. Je prends un exemple. Ici, la variable graph7, qui est la variable GPN, copie la valeur de l'étape active et mémorise. C'est pareil ici. La variable GPN copie la valeur de l'étape active et mémorise. Donc, vous allez remarquer qu'à chaque fois, l'étape active est portée par la variable GPN. Donc, c'est cette variable c'est cette variable qui va évoluer au niveau de l'IHM. Donc ici, chaque voyant doit porter l'adresse GPN. Donc on vient dans animation. Les voyants sont des animations. Par contre, les boutons pour soi sont des événements. Donc vous voyez que lorsque je clique sur un voyant, je n'ai pas la possibilité de modifier sur la colonne des événements, mais uniquement sur la colonne des animations. Donc je viens sur représentation. Je vais aller chercher la variable GPN. Donc, je pars dans variable API, je double-clique sur GPN.
Et ici, on me donne une plage des valeurs de 0 à 99. Donc, étant donné que le GPN, c'est une variable entière, on me dit que sa plage ici, là, c'est de 0 à 99. Donc, je ne peux pas mettre plus de 100 valeurs dans le GPN. Donc, ici, je vais mettre la première valeur entière, qui est la valeur 0, c'est-à-dire l'activation de l'étape initiale. Et ici, je vais choisir la couleur d'arrière-plan que je veux voir lorsque l'étape initiale sera active. J'ai pris la couleur verte. Je fais pareil avec le voyant d'activation de l'étape 1. Donc ici, je vais toujours appeler le GPN. Et ici, c'est l'étape 1.
Donc ici, je vais aller dans Main. Je viens ici sur démarrer la simulation. Donc ici, on va aller choisir l'interface réseau. L'interface et réseau de PLC Sim par défaut, c'est X1. Donc ici, je vais cliquer sur charger. Maintenant, je vais passer le CPU en mode run. Maintenant, je vais établir la liaison en ligne. Et j'active la visualisation du code. Et vous constatez que l'étape 0 est déjà active par défaut. Donc, c'est l'étape qu'on a activée au niveau de l'OB Startup. Cette étape-ci. Si on veut voir l'alimentation du bloc Move, il faudra absolument... L'OB Startup n'est visible que lorsqu'on passe le CPU à Stop et à Run. Donc ici, on constate que l'étape 0 est active par défaut. Donc là, maintenant, je reviens dans la vue racine. Donc ici, je lance la simulation de l'IHM. Ok. J'ouvre l'OB1. Je vais décaler le code vers la gauche. Et ici, j'ai l'IHM à droite. Voilà. Donc, la première étape, avant de cliquer sur départ cycle, il faudrait d'abord que la pièce soit présente. Donc, je clique sur S1 et je constate que l'énergie traverse le contact S1. Il reste bloqué au niveau de DCY. Et comme DCY c'est un monostable, il va envoyer juste l'impulsion. L'impulsion, c'est ce qu'on appelle le front montant en électronique. Donc, lorsqu'il va envoyer le front montant, il va activer cette bobine et instantanément, le bloc Move va activer l'étape 1 du graph 7. Ce bloc va directement comparer la valeur GPN à la valeur 1 pour permettre d'afficher, pour permettre de piloter l'action en fait. Donc ici, on va cliquer sur DCY. Et lorsqu'on clique sur DCY, on est directement à ce niveau. Vous voyez que tout se passe avec une vitesse un peu, je dirais exponentielle. Donc ici, on a l'étape 1 qui est active et l'action associée à l'étape 1 qui est en train de s'exécuter, qui est la sortie de la tige du verrou, commandée par A+. On va donc passer à l'étape 2. Donc ici, on vérifie aussi la ligne de code de l'étape 2. Pour passer à l'étape 2, il faudrait presser le capteur S3. Donc on presse aussi le capteur S3. Et lorsqu'on presse le capteur S3, on voit effectivement qu'on est à l'étape 2. Et les deux actions associées à l'étape 2, B+ et B+ et A- sont en train de s'exécuter. Donc on va donc passer à l'étape 3. Lorsqu'on est à l'étape 3, ce qu'on va donc vérifier, c'est que S5 doit être pressé. C'est la raison pour laquelle je l'ai configuré comme un bit bistable. Parce que si j'avais mis un bit monostable, c'est que dès que je clique, lorsque je relâche, lui rentre à sa position initiale. Et l'énergie ne serait jamais arrivée au niveau des S2. C'est pourquoi je mets le bistable lorsque j'ai plusieurs transitions. Donc ici, j'ai cliqué sur S5 et je désactive S1 parce qu'on nous sommes quittés sur le capteur là depuis. Donc ici, je vais cliquer sur S2 pour passer à l'étape 3. Ici, l'action associée à l'étape 3, c'est bim boom et l'étape 3 est active. Donc voilà comment fonctionne le système. Ici, je vais cliquer sur S4 pour rentrer à l'étape initiale qui est l'étape 0. Donc voilà comment l'automate va piloter cette séquence et il suffit simplement de téléverser ce code dans l'automate et puis il va vous effectuer le travail proprement dit. Ça, c'est un IHM pour la supervision, pour le dialogue avec l'automate. Donc cet IHM peut être téléversé sur un IHM physique et puis vous allez pouvoir commander l'automate avec.
Cet exercice a été conçu pour expliquer de façon générale comment utiliser les entrées-sorties tout ou rien pour programmer un automate dans TIA Portal. Donc la prochaine vidéo sera faite sur la programmation d'un graph-set qui inclut les variables analogiques en entrée et en sortie du graph-set. Donc je vous remercie de m'avoir suivi et à la prochaine.